Je donne donc la parole à Monsieur Yuichiro Miyashita, qui connaît bien la France, et Monet aussi. Merci beaucoup. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque, le professeur Gérard Bossia et l'association Jean Monnet, en particulier Monsieur Philippe Le Guen, le directeur, pour m'avoir donné l'occasion de présenter une partie de mes études. Alors, dans mon intervention, je vais essayer de placer les activités de Monnet dans le cadre des enjeux majeurs de l'Asie orientale de l'époque, des années 30, c'est-à-dire les conflits sino-japonais. Donc, Jean Monnet était en Chine et il a travaillé pour la Chine de Chiang Kai-shek, c'est-à-dire le gouvernement qui s'est installé à Nankin, puis ensuite à Chongqing. Alors, est-ce que vous pouvez... oui. Oui, il y a un tableau chronologique. C'est après, avant? C'est avant cette diapo? C'est après. Voilà. Donc, j'ai mis en noir les événements majeurs de l'Asie et en bleu les activités de Monnet qui sont liées à la Chine. Alors, les années 30 en Asie commencent avec l'incident de Mukden du 18 septembre 1931 et ce fut un choc pour la Chine et c'est cet incident qui l'incita à accélérer ses efforts de modernisation et aussi de réarmement. Je vais aller très vite et je vais aussi parler de mon intervention des années postérieures à 1936. Alors, toujours dans le cadre des relations sino-japonaises, l'année 1937 fut un tournant. Avec la guerre sino-japonaise qui débute le 7 juillet 1937, ce fut le début d'une période de chaos total sur le continent asiatique. Une période catastrophique avec la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile qui reprend en Chine, en fait, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, même avant, en 1944. Alors, ce que je voulais dire, c'est que Jean Monnet était lié à l'Asie lorsque cette région du monde a vécu les années les plus sombres et les plus mouvementées du XXe siècle. Alors, concernant le sujet que je vais aborder, je pense qu'on peut évoquer trois grandes problématiques. D'abord, pourquoi la Chine avait besoin de Jean Monnet? Ensuite, pourquoi les activités de Monnet ont suscité tant de méfiance de la part des Japonais? Et enfin, pourquoi les affaires de Monnet en Chine se sont terminées par des échecs? Alors, s'il vous plaît. Alors, première question, pourquoi la Chine avait besoin de Monnet? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre la situation dans laquelle se trouvait la Chine en 1933, c'est-à-dire lorsque Jean Monnet a débarqué à Shanghai. L'homme clé de l'époque, c'était Chiang Kai-shek, et ainsi que son parti, le Kuomintang. Et en juin 1928, il a déclaré que la Chine était unifiée, qu'il a réalisé l'unification. Mais en réalité, cette unité était extrêmement fragile, et plus précisément, elle n'existait pas. Alors, ça, ce n'est pas la réalité, et la réalité est la carte suivante. C'était ça la réalité, c'est-à-dire que dans le nord de la Chine, depuis 1932, il y avait un État qui s'appelait Manchukuo, un État fantoche créé par les Japonais, et ce n'était pas tout, parce que le nord de la Chine étant contrôlé par les Japonais, il essayait de créer des mini-Manchukuo, et il y en avait quelques-uns. Donc, la suivante, s'il vous plaît. Chiang Kai-shek et les autres dirigeants du gouvernement, comme son beau-frère très anti-japonais et à l'époque ministre des Finances qui s'appelait Sun Tzu-wen, plutôt connu en France sous le nom occidentalisé de TV Sung, vont, malgré la situation désespérée que je viens d'expliquer, tenter de faire de la Chine un État moderne. Pourquoi? Parce que non seulement il fallait renforcer la nation pour être prêt à la lutte décisive contre les Japonais, mais la modernisation était nécessaire aussi pour gagner la confiance des grandes puissances de l'époque et pour que la Chine puisse figurer parmi le club des grands. Et ce fut ce TV Sung qui s'occupait de cette modernisation. Mais la Chine manquait d'experts ayant une expérience suffisante.
TV Soong savait ce qu'il fallait faire, il avait ses projets, mais avait besoin d'experts ayant la capacité de mettre en œuvre son programme de développement économique. Et c'est dans ce cadre de politique de modernisation qu'apparaît le nom de Jean Monnet. Alors l'histoire est assez connue, vous avez évoqué le nom, c'est Ludwig Rachmann qui était directeur d'hygiène de la SDN en mission en Chine pour faire améliorer la condition d'hygiène en Chine, et qui était aussi conseiller politique de Sun, qui a joué l'intermédiaire entre les deux. Et Jean Monnet a assez rapidement gagné la confiance de Sun, de ce ministre, et s'est mis à son service. Alors, Rachmann, Monnet, la liste des conseillers est longue, et ils n'étaient pas les seuls. Et à l'époque, il y avait environ une cinquantaine, et même plus si on ajoute leurs collaborateurs. Alors, les conseillers occidentaux étaient tous des spécialistes de quelque chose, et je pense qu'il faut à la fois relativiser le rôle de Monnet et en même temps relever sa singularité par rapport aux autres conseillers, une quarantaine qui travaillaient pour le gouvernement chinois. Vous pouvez passer, voilà. Alors, les plus connus parmi les conseillers sont probablement les officiers allemands, le général von Seeckt et après son successeur, le général von Falkenhausen. Et probablement parmi les conseillers du gouvernement de Nankin, ce sont les officiers allemands qui sont les plus connus. Pourquoi? Parce qu'ils ont contribué à constituer une troupe d'élite de la Chine, et c'est cette troupe d'élite de l'armée chinoise qui ont contribué à vaincre l'armée japonaise. Alors, Chiang Kai-shek n'oubliera jamais leur service et tentera, après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, d'obtenir la libération du général von Falkenhausen, qui avait eu beaucoup de problèmes car il fut pendant la guerre gouverneur militaire de la Belgique et du nord de la France. Chiang Kai-shek va intervenir auprès du Quai d'Orsay et le gouvernement belge pour obtenir sa grâce. Alors, pourquoi je parle de tout ça? Parce que, comparé à ces gens-là, Jean Monnet n'a pas laissé de bilan positif en Chine. Mais pourtant, il a bien laissé des traces dans l'histoire, surtout dans les archives japonaises, ce qui n'est pas le cas de tous les conseillers. Par exemple, Rachmann, très anti-japonais, était connu des Japonais, mais ses activités n'avaient pas tellement de signification politique. Par contre, Monnet, si. Alors, s'il vous plaît. Alors, que fut le rôle de Jean Monnet? Il devait contribuer au développement économique, oui, mais plus précisément, qu'est-ce qu'il devait faire? Alors, durant cette période en tant que collaborateur de TV Soong, on lui attribua en gros 2 missions. La première fut de rassembler autour de TV Soong une commission de super conseillers ayant une réputation mondiale. Elle serait présidée par Jean Monnet, mais ce n'était pas lui qui serait le pilier de cette commission. TV Soong pensait à 2 autres barons du monde des finances, et quant à Monnet, il jouerait une sorte de coordinateur. Alors, le premier candidat fut l'Américain Thomas Lamont, partenaire de la banque JP Morgan, et le deuxième fut le Britannique Sir Charles Addis, directeur d'un groupe bancaire qui s'appelle British and Chinese Cooperation. La nationalité de ces 2 personnages est extrêmement importante, car ces 2 hommes d'affaires sont, dans chacun de leurs pays, responsables de ce qu'on appelait le consortium des 4 puissances. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un consortium composé de plusieurs banques des 4 puissances majeures qui ont des intérêts en Chine, donc les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et le Japon. Ce consortium, créé en 1920, avait pour but de centraliser les emprunts destinés à la Chine afin d'éviter les conflits entre les 4 puissances en question. Et ce qui est important, c'est que c'était des emprunts surtout pour financer la construction des chemins de fer. Donc, il est clair que le but poursuivi par TV Soong était de restructurer le système d'aide financière qui ne marchait pas parce que le consortium ne marchait pas parce que les Japonais ne voulaient pas aider la Chine de Chiang Kai-shek. Donc, il voulait réorganiser le consortium tout en évinçant les Japonais ainsi que ses banques.
Et dans tout ça, le rôle de Monet donc, fut de convaincre ces deux personnages pour que cette commission de super-conseillers puisse voir le jour. En réalité, TV Sung pensait les utiliser non pas tellement en tant que conseillers, mais utiliser leur banque pour financer les projets de développement, en particulier, encore une fois, pour la construction des chemins de fer. Alors Jean Monnet pensait ajouter à cette liste quelqu'un qui s'appelle René Tillon de la Chaume, qui était le numéro 1 de la Banque d'Indochine et responsable du groupe français du consortium. Mais Jean Monnet a échoué dans sa première mission. Il voulait en fait créer cette commission avant son départ pour la Chine, mais aucun des trois candidats n'ont accepté l'offre de Sung et de Monet, parce que il savait très bien que le but des Chinois fut de détruire le consortium, et il savait aussi que les Japonais étaient farouchement contre le projet de Sung. D'ailleurs, les diplomates japonais n'avaient pas hésité à contacter les candidats, et ont réussi à les convaincre de ne pas accepter la proposition de Sung. Donc, alors on peut considérer que Monet était déjà sur la liste noire du ministère des Affaires étrangères du Japon, avant même son départ pour la Chine. Alors, Jean Monnet, très déçu, il a beaucoup hésité de partir pour la Chine, d'autant plus que son patron, TV Sung, avait démissionné de son poste de ministre au mois d'octobre 1933, c'est-à-dire un mois avant l'arrivée de Jean Monnet en Chine. Mais il y va quand même. Il va débarquer à Shanghai au mois de novembre 1933. Il aura des collaborateurs occidentaux sur place, comme le fils de Drummond, qui s'appelait David Drummond. Mais je ne vais pas parler de ses amis, de ses collaborateurs, je vais plutôt parler de son ennemi entre parenthèses. Et voilà. Donc, lorsqu'il arrive à Shanghai, Jean Monnet est déjà connu des diplomates japonais, et son interlocuteur s'appelle Sumaya Kichiro, qui était d'abord consul général du Japon à Shanghai et ensuite à Nankin. Il est connu parce que plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, il va créer un service de renseignement à Madrid, et c'est la raison pour laquelle il sera inculpé en tant que criminel de guerre de la classe A, mais sera finalement libéré. Alors, son rôle en Chine, je reviens en Chine, son rôle consistait à décourager les conseillers occidentaux du gouvernement de Nankin et de les inciter à quitter la Chine. Vous avez évoqué par exemple le nom de Sir Arthur Salter. Il était aussi en Chine à l'époque, qui était chargé de réformer le système monétaire de la Chine. Et après plusieurs entretiens avec Suma, il décide de quitter la Chine parce qu'il n'a pas pu avoir la collaboration des Japonais. Et en plus, les statistiques fournies par le gouvernement chinois n'étaient pas tellement bien faites, donc étaient médiocres. Donc, il a quitté la Chine. Alors, en réalité, Monet devait subir le même sort, c'est-à-dire le quasi-harcèlement de ce diplomate Suma. Il a eu affaire à lui tout au long de ses séjours en Chine, mais contrairement par exemple à Salter, Monet sera intransigeant et ne va pas se décourager même si les Japonais ont sans cesse mis des bâtons dans les roues. Il est dans les archives japonaises parce qu'il fut l'un des rares à résister aux pressions japonaises, et c'est la raison pour laquelle, on peut trouver son nom dans les archives japonaises. En grande dame des Japonais, Monet va consacrer tous ses efforts à la réalisation d'un projet ayant pour but de faire développer la Chine. Et c'est là qu'on va passer à la deuxième mission de Monet. Alors, mais ce qui marque la singularité de Jean Monnet, ce n'est pas seulement son intransigeance, c'est qu'il va essayer de mettre les Japonais dans son jeu. Personne ne l'avait essayé jusque-là. Et c'est là une des principales différences qui existent entre Monet et ses collègues occidentaux, par exemple Ludwig Rachmann, qui lui était farouchement anti-japonais. En fait, Monet a très vite compris la situation. Il a beaucoup voyagé à l'intérieur de la Chine, il a rencontré plusieurs dignitaires chinois autres que Sung, et il a très vite compris qu'il fallait mettre les Japonais dans son jeu
pour faire avancer les choses. Donc, il va, contrairement à Rashman, multiplier les contacts avec Suma, et selon les mémoires de ce diplomate japonais, les deux hommes se promenaient souvent dans un parc à Shanghai le matin ensemble et discutaient de divers problèmes. Et c'est grâce à Suma qui a résumé ces entretiens et qui les a envoyés dans des télégrammes à Tokyo qu'on peut voir les projets de monnaie et ce qu'il pensait de la Chine. Alors, il avait une vision sur la Chine, mais le problème, c'est que cette vision ne correspondait absolument pas avec celle des Japonais. Alors, que pensait Jean Monnet de la Chine? Il avait ses propres visions, même si elles étaient probablement très influencées par TV Soong et les élites de Nankin. Oui, voilà. Alors, on va d'abord voir celle des Japonais. Alors, en ce qui concerne le Japon, c'est très simple. Premièrement, toutes sortes d'aides à la Chine, toutes sortes de projets de développement économique destinés pour sauver la Chine, en dehors de sa participation et surtout en dehors de son contrôle, devaient être annulés, supprimés. Et aussi, ce qui était important aussi pour les Japonais, c'est que Chiang Kai-shek admette la légitimité du Manchukuo, donc l'État fantoche qu'il a créé dans le Nord, ce qui était inadmissible pour la Chine. Donc, tôt ou tard, il fallait chasser les forces japonaises de la Chine. Alors, ensuite, Jean Monnet. On peut résumer les idées de Monnet en quelques points. Et premièrement, il fallait centraliser les organisations gouvernementales de la Chine, car malgré les efforts militaires de Chiang Kai-shek, comme je l'ai dit au début, des fractions régionales des seigneurs de guerre étaient toujours présentes en Chine. Il fallait soit qu'ils rejoignent le gouvernement de Nankin, soit qu'ils se rendent à Chiang Kai-shek. Toujours dans ce contexte, Monnet ajoute qu'il est nécessaire d'éliminer les communistes. Sur ce point, tout le monde était d'accord, que ce soit Chiang Kai-shek, les Japonais ou Jean Monnet. Ensuite, il fallait que ce soit les Chinois qui prennent l'initiative de la reconstruction économique de leur pays et non les puissances occidentales. Alors, qu'est-ce que Monnet voulait dire par reconstruction économique? Il est clair que les projets de Monnet répondaient parfaitement à la demande du gouvernement chinois, à savoir le renforcement de l'infrastructure chinoise qui était liée en partie à l'effort de guerre. Alors, premièrement, le développement des chemins de fer. Et deuxièmement, le développement du commerce maritime. Troisièmement, le développement de l'industrie d'automobile avec la construction des routes. Quatrièmement, le développement de la canalisation, qui était terrible à l'époque en Chine, même dans les grandes villes. Et cinquièmement, le développement de l'industrie aéronautique. Alors, Monnet et Soong pensaient que le développement de l'industrie aéronautique était la plus importante. Mais comme ce n'était pas tellement un but réalisable, ils ont misé sur l'installation des réseaux ferroviaires. C'est ce qu'il a expliqué dans un long entretien avec Suma, et il a dit à Suma que ces projets étaient purement économiques et n'avaient rien à voir avec des projets militaires. Mais en réalité, bien sûr que si. À l'époque, les chemins de fer servaient à approvisionner les troupes et servaient à faire la guerre. Donc, je vais passer à la dernière problématique, s'il vous plaît. Alors, pourquoi les affaires de Monnet se sont terminées par des échecs? Alors, la réponse est liée à la particularité même de la CDFC, née en grande partie par les projets de Monnet au mois de juin 1934. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en gros d'une institution purement chinoise, composée uniquement de banques chinoises et de dignitaires chinois, financée par les banques chinoises et ses dignitaires, et qui avait pour but de financer divers programmes de développement économique de la Chine, et dans la plupart des cas en collaboration avec les capitaux étrangers. Alors, cette institution a été d'abord un grand succès pour la Chine. Ils ont construit par exemple des centrales électriques, ils ont établi plusieurs entreprises qui ont servi au développement économique de la Chine.
Mais aussi, c'était aussi un tremplin pour TV Soong et ainsi que pour les membres de sa famille et les élites de son clan, en fait. C'était une entreprise pour aider la famille Soong. Alors, que fut le rôle de Monet dans cette nouvelle structure? Dès le 3 juillet 1934, il signe un contrat avec la CDFC pour devenir le représentant unique de celle-ci aux États-Unis et en Europe, hormis l'URSS, l'Allemagne et l'Italie. Alors, je vais aller droit au but de la question. Jean Monnet a-t-il pu bénéficier des activités de la CDFC? La réponse est non. Peut-on donner un bilan avec des chiffres précis? Je ne crois pas, surtout pour les années postérieures à 1937. En tout cas, les témoignages des divers personnages liés aux affaires de Monet concordent sur un point, c'est qu'il a beaucoup perdu. La non-réussite est liée tout d'abord à la situation de la Chine et ensuite au contrat. Le contrat était un peu compliqué, mais était très favorable pour Monet si tout se passait bien. Mais tout se passa mal à cause de la guerre sino-japonaise. Le terrain favori de Monet, c'était la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, et il va consacrer un effort, par exemple, considérable pour réunir les principales banques françaises ayant des intérêts en Chine pour constituer un groupe qui s'appelait le groupe uni des banques françaises. C'était un groupe de banques françaises qui avait en tête la Banque de Paris et des Pays-Bas. Et c'était un instrument pour financer les projets de construction des réseaux ferroviaires dans le sud de la Chine. Mais quand on regarde les réseaux ferroviaires réalisés élaborés en collaboration avec les capitaux étrangers entre 1934 et 1937, je vais passer à 1937 bientôt, en dehors des deux premiers, conclus entre Allemands et Chinois, presque la totalité des projets n'ont pas abouti. Alors que justement les projets auxquels Jean Monnet a contribué, c'était ceux avec les Français et Britanniques élaborés pendant les années 36 et 37, qui étaient très importants parce que c'était des projets qui consistaient à lier la Chine et la Birmanie, parce que le Nord étant sous contrôle japonais, il fallait approvisionner du sud de la Chine, de la Birmanie et de l'Indochine. Alors Jean Monnet a consacré, et son équipe surtout, a consacré énormément de temps à aider ce projet. Il a aidé, il a aidé à faire un groupe entre les Français et Britanniques parce que cette région du monde était bourrée d'intérêts coloniaux. Mais il a réussi, mais c'était déjà trop tard. La guerre était là, les Japonais bombardaient le Sud, donc la CDFC n'a rien gagné et les projets s'est envolés. Donc on connaît que cette route s'appelait la route de la Birmanie, mais c'était au début, ce devait être le chemin de fer de la Birmanie. Mais finalement, ça n'a pas été fait. Donc, selon le contrat, la CDFC n'a rien versé à Monnet et Jean Monnet a eu beaucoup de problèmes. Voilà, donc la prochaine, s'il vous plaît, la dernière. Voilà, donc finalement, les relations entre la CDFC et Monnet sont devenues extrêmement tendues et les relations entre Monnet et une partie de la famille Soong, en particulier ce Soong Tzu-han, qui était le petit frère de TV Soong, s'est vraiment détérioré. Donc, le contrat a été quasi annulé entre la CDFC et Jean Monnet, et les voies ferrées ont été détruites tant par les Japonais que les Chinois eux-mêmes durant la guerre. Donc, les activités de Monnet n'ont pas abouti. Alors, en conclusion, je vais dire que les affaires chinoises de Monnet s'achèvent de cette manière en laissant un arrière-goût désagréable. Et dès 1938, Jean Monnet s'occupait des achats des avions, et en 1940, en tant que président du comité de coopération franco-britannique, il devait consacrer son temps à l'effort de guerre en Europe. Donc, à partir de 1940, la Chine était désormais loin derrière lui. Dans la longue vie de Monnet, les affaires chinoises ne font pas partie de ses meilleurs souvenirs, il est clair, et il ne remettra jamais ses pieds en Asie. Pourtant, en 1967, un Taïwanais, parce que les gens qu'il connaissait en Chine pendant l'entre-deux-guerres s'est réfugié à Taïwan, il y a un Taïwanais qui l'a invité à Taipei. Mais Jean Monnet a refusé cette invitation en lui expliquant qu'il consacre tous ses instants à la construction de l'Union de l'Europe. Il ne s'intéresse plus du tout à l'Asie. Merci beaucoup.